Imaginez ceci. Vous vous réveillez le matin, vous prenez votre café et vous croyez sincèrement que chaque pensée qui traverse votre esprit vous appartient, que vous êtes le maître incontesté de votre propre conscience, que vous contrôlez vos décisions, vos réactions, vos choix. C'est une illusion magnifique, n'est-ce pas? Une illusion si confortable que nous passons notre vie entière à la défendre farouchement. Mais qu'est-ce qui se passe réellement dans ce cerveau que vous croyez posséder? Qu'est-ce qui se passe vraiment quand vous pensez que vous pensez? Alan Turing, un mathématicien britannique qui a changé le cours de l'histoire sans jamais chercher la gloire, s'est posé exactement cette question. Et sa réponse a été si radicale, si perturbante, qu'elle continue de nous hanter plus de 70 ans après sa mort. Turing n'a pas parlé de votre cerveau en termes poétiques ou spirituels. Il a parlé de calcul, de logique pure, de ce qui peut être calculé et de ce qui ne peut pas l'être. Et en faisant cela, il a démontré quelque chose d'absolument terrifiant. Votre esprit, cette chose que vous croyez être unique et libre, fonctionne selon des principes qui peuvent être reproduits par une machine. Pas une machine consciente, pas une machine qui ressent. Juste une machine qui suit des règles simples, des règles mécaniques. Et si votre esprit suit des règles, alors les pensées que vous croyez être vôtres ne vous appartiennent peut-être pas du tout. Elles appartiennent à ces règles. Elles appartiennent à la logique elle-même. C'est cette découverte vertigineuse que nous allons explorer ensemble aujourd'hui, parce que comprendre cela, vraiment comprendre cela, change tout. Cela change la façon dont vous vous voyez. Cela change la façon dont vous comprenez votre liberté. Cela change même la façon dont vous comprenez ce que signifie être humain. Vous pensez savoir ce qu'est une pensée. Vous vous trompez. Vous pensez savoir ce qu'est l'intelligence. Vous vous trompez encore. Vous pensez savoir ce qui sépare votre esprit d'un ordinateur. Et là, vous êtes vraiment, profondément, radicalement dans l'erreur. Pendant des siècles, nous avons cru que la pensée était quelque chose de magique, quelque chose d'ineffable, quelque chose qui ne pouvait jamais être réduit à des règles ou à des mécanismes. La pensée était l'apanage de l'âme, disaient les philosophes. La pensée était le reflet de Dieu, disaient les théologiens. La pensée était libre, disaient les humanistes. Et puis est arrivé le XXe siècle. Et puis est arrivé Turing. Turing a posé une question simple, presque naïve. Qu'est-ce qu'une pensée, au fond? Qu'est-ce qu'une pensée si on la dépouille de tout le romantisme, de toute la poésie, de toute la spiritualité? Qu'est-ce qu'il reste? Il reste une séquence d'opérations logiques. Il reste un processus qui prend une entrée, applique une règle, produit une sortie. Il reste quelque chose qui peut être écrit, décrit, reproduit. Il reste quelque chose qui peut être calculé. Et si quelque chose peut être calculé, alors quelque chose peut le calculer. Pas nécessairement un cerveau, pas nécessairement un être vivant, juste quelque chose qui suit les règles du calcul, juste une machine. Vous voyez où cela mène? Vous commencez à sentir le vertige. Parce que si votre pensée peut être calculée, alors votre pensée n'est pas libre. Votre pensée suit des règles. Et les pensées qui suivent des règles ne vous appartiennent pas vraiment. Elles appartiennent aux règles elles-mêmes. Turing n'a pas inventé cette idée en un jour. Elle est née d'une crise profonde en mathématiques. Au début du XXe siècle, les mathématiciens croyaient avoir trouvé les fondations solides de leur discipline. Ils croyaient que tout ce qui était vrai pouvait être prouvé, que tout ce qui existait pouvait être calculé. Et puis, en 1931, Kurt Gödel a publié un théorème qui a détruit cette illusion. Gödel a prouvé que dans tout système mathématique suffisamment complexe, il existe des énoncés qui sont vrais, mais qui ne peuvent pas être prouvés à partir des axiomes du système. Il existe des vérités qui échappent à la logique. Il existe des choses que vous ne pouvez pas calculer, peu importe combien de temps vous y consacrez. C'était un coup de tonnerre. Les fondations n'étaient pas solides. Les fondations étaient fissurées. Et dans ces fissures s'engouffrait le doute. David Hilbert, le plus grand mathématicien de l'époque, avait posé une question quelques années plus tôt. Il l'appelait
l'Entscheidungsproblem, le problème de la décision. La question était simple. Existe-t-il une méthode mécanique, un algorithme, qui peut déterminer si une proposition mathématique quelconque est vraie ou fausse? Existe-t-il une machine universelle qui peut répondre à toutes les questions mathématiques? Gödel avait montré que la réponse était non. Mais comment le prouver rigoureusement? Comment prouver qu'il n'existe pas de machine capable de faire quelque chose? Pour prouver qu'il n'existe pas de machine universelle, il faut d'abord définir précisément ce qu'est une machine. Il faut créer un modèle mathématique de ce que signifie calculer. Et c'est exactement ce qu'Alan Turing a fait en 1936. Turing avait 24 ans quand il a écrit son article révolutionnaire. 24 ans. Il était à Cambridge, un jeune mathématicien brillant mais pas encore célèbre. Et dans cet article, il a décrit une machine imaginaire. Une machine si simple qu'elle semblait presque stupide. Une machine composée d'une bande infinie de papier divisée en carrés. Chaque carré pouvait contenir un symbole ou être vide. La machine avait une tête de lecture qui pouvait lire le symbole sur le carré actuel. Et selon le symbole qu'elle lisait et selon l'état interne de la machine, elle pouvait faire 3 choses. Écrire un nouveau symbole, effacer le symbole, ou se déplacer d'un carré vers la gauche ou vers la droite. C'était tout. Pas de calcul complexe, pas d'opérations sophistiquées. Juste des mouvements simples, mécaniques, prévisibles. Et pourtant, Turing a prouvé que cette machine simple, cette machine qu'on appelle maintenant la machine de Turing, pouvait calculer n'importe quoi. Absolument n'importe quoi. Tout ce qui peut être calculé par cette machine. Tout ce qui peut être résolu par un algorithme peut être résolu par cette machine. Et inversement, tout ce que cette machine ne peut pas calculer ne peut pas être calculé du tout. C'était une révolution, parce que cela signifiait que Turing avait trouvé une définition précise, mathématiquement rigoureuse, de ce que signifie calculer. Et une fois qu'on a une définition précise, on peut prouver des choses. On peut prouver qu'il existe des problèmes que même la machine de Turing ne peut pas résoudre. On peut prouver que Hilbert avait tort. On peut prouver que l'Entscheidungsproblem n'a pas de solution. Mais voici la partie vraiment perturbante. Voici la partie qui devrait vous faire frissonner. Turing n'a pas seulement créé un modèle mathématique abstrait. Il a créé un modèle de ce que signifie penser. Parce que si votre cerveau peut calculer quelque chose, alors votre cerveau est, en essence, une machine de Turing. Votre cerveau prend une entrée, applique des règles, produit une sortie. Votre cerveau suit un algorithme. Et si votre cerveau suit un algorithme, alors votre cerveau peut être simulé. Votre cerveau peut être reproduit. Votre cerveau peut être remplacé. Pas aujourd'hui, bien sûr. Pas avec la technologie actuelle. Mais en principe, mathématiquement, logiquement, c'est possible. Votre conscience, votre moi, votre essence, tout cela peut être réduit à une séquence d'opérations logiques. Et une fois qu'on peut réduire quelque chose à une séquence d'opérations logiques, on peut le calculer, on peut le programmer, on peut le reproduire. Vous commencez à comprendre pourquoi Turing a dit que les pensées que vous croyez être vôtres ne vous appartiennent pas, parce que si vos pensées sont le résultat d'un calcul, alors vos pensées appartiennent à la logique du calcul. Elles appartiennent aux règles. Elles appartiennent à l'algorithme. Elles ne vous appartiennent pas. Elles appartiennent à la mécanique de votre cerveau. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Turing a eu l'occasion de mettre ses idées en pratique. Les nazis utilisaient une machine appelée Enigma pour chiffrer leurs messages. Enigma était une machine de chiffrement mécanique. Elle prenait un message en clair, appliquait une série de transformations logiques et produisait un message chiffré. Les nazis croyaient que c'était impossible à casser. Ils croyaient que la complexité était suffisante pour assurer la sécurité. Mais Turing savait quelque chose qu'ils ne savaient pas. Il savait que si Enigma était une machine qui suivait des règles logiques, alors il existait une autre machine qui pouvait casser ces règles. Il savait que le chiffrement n'était qu'un calcul. Et tout calcul peut être inversé. Tout calcul peut être attaqué.
Turing s'est installé à Bletchley Park, un centre de décryptage secret, en Angleterre. Et là, avec une équipe de mathématiciens et d'ingénieurs, il a construit une machine appelée la bombe. La bombe était une machine électromécanique qui pouvait tester des milliers de configurations d'Enigma par seconde. Elle pouvait explorer l'espace des possibilités si rapidement que ce qui aurait pris des années à un humain pouvait être fait en quelques heures. Enigma avait environ 150 millions de configurations possibles. 150 millions de millions. Un nombre si grand qu'il est difficile de l'imaginer. Et pourtant, la bombe pouvait les tester. Pas toutes, bien sûr. Mais assez pour trouver les clés, assez pour casser le code. Et en cassant le code, Turing a sauvé des vies. Les historiens estiment que le travail de Turing à Bletchley Park a raccourci la Seconde Guerre mondiale de plusieurs années. Plusieurs années. Cela signifie des millions de vies sauvées. Des millions de personnes qui ne sont pas mortes parce qu'un jeune mathématicien a compris que le chiffrement n'était qu'un calcul. Mais voici ce qui est vraiment fascinant. Voici ce qui devrait vraiment vous faire réfléchir. Turing n'a pas construit la bombe pour casser Enigma. Il a construit la bombe parce qu'il comprenait les principes fondamentaux du calcul. Il comprenait que tout ce qui peut être calculé par une machine. Et il comprenait que si vous pouvez calculer quelque chose, vous pouvez aussi calculer comment le casser. Parce que casser quelque chose, c'est aussi un calcul. C'est un calcul qui inverse un autre calcul. Et si vous comprenez les principes du calcul, vous pouvez faire n'importe quel calcul. Vous pouvez résoudre n'importe quel problème. Vous pouvez casser n'importe quel code. Vous pouvez même, en théorie, simuler n'importe quel cerveau. Parce que le cerveau n'est qu'une machine qui calcule. Et si vous comprenez le calcul, vous comprenez le cerveau. Après la guerre, Turing a continué à explorer les implications de ses idées. Il a écrit un article intitulé « Computing Machinery and Intelligence ». Dans cet article, il a posé une question qui allait devenir célèbre. « Can machine think ?» Les machines peuvent-elles penser? Et au lieu de répondre directement à cette question, il a proposé un test. Un test qui porte maintenant son nom, le test de Turing. Le test est simple. Vous avez une machine d'un côté et un humain de l'autre. Vous posez des questions aux deux, et vous essayez de déterminer lequel est la machine et lequel est l'humain. Si vous ne pouvez pas faire la différence, alors la machine pense. Ou du moins, elle pense suffisamment bien pour qu'on ne puisse pas la distinguer d'un humain. C'est une définition pragmatique de la pensée. Ce n'est pas une définition basée sur la conscience ou sur l'âme ou sur quelque chose de mystérieux. C'est une définition basée sur le comportement. Si quelque chose se comporte comme si elle pense, alors elle pense. Et c'est tout ce qui compte. Mais le test de Turing cache quelque chose de plus profond. Il cache une affirmation radicale. La pensée n'est que du comportement. La pensée n'est que la capacité à répondre à des questions de manière cohérente et intelligente. Et si la pensée n'est que du comportement, alors la pensée peut être simulée. Parce que le comportement peut être simulé. Parce que tout ce qui peut être observé de l'extérieur peut être reproduit de l'extérieur. Et si la pensée peut être simulée, alors la pensée n'est pas quelque chose de mystérieux ou de magique. C'est quelque chose de calculable. C'est quelque chose de mécanique. C'est quelque chose qui suit des règles. Et si votre pensée suit des règles, alors votre pensée n'est pas libre. Votre pensée est déterminée. Votre pensée est le résultat inexorable d'un calcul qui a commencé bien avant que vous ne naissez, parce que votre cerveau a été formé par l'évolution. Et l'évolution suit des règles. L'évolution est un calcul qui a duré des millions d'années, un calcul qui a produit votre cerveau. Et maintenant, votre cerveau exécute les pensées que ce calcul a programmées en vous. Vous n'êtes pas libre, vous êtes une machine très complexe, certes, une machine capable de se réfléchir elle-même, mais une machine quand même. Maintenant, parlons du problème de l'arrêt. C'est peut-être l'idée la plus perturbante que Turing ait jamais eue. Et c'est aussi l'une des plus importantes. Le problème de l'arrêt est le suivant. Existe-t-il une machine qui peut déterminer si une autre machine s'arrêtera un jour ou si elle tournera indéfiniment?
Existe-t-il un algorithme qui peut prédire si un programme va terminer ou boucler à l'infini? Et Turing a prouvé que la réponse est non. Il a prouvé qu'il n'existe pas de machine universelle qui peut résoudre le problème de l'arrêt. Il n'existe pas d'algorithme qui peut prédire le comportement de tous les autres algorithmes. Il existe toujours un algorithme qui peut tromper votre prédicteur. Il existe toujours un programme qui peut vous surprendre. Et cela signifie quelque chose de profond. Cela signifie qu'il existe des limites fondamentales à ce qui peut être calculé. Il existe des choses que même une machine universelle ne peut pas faire. Il existe des questions auxquelles même la logique pure ne peut pas répondre. Et si la pensée est un calcul, alors il existe des choses que votre cerveau ne peut pas penser. Il existe des questions auxquelles votre cerveau ne peut pas répondre. Il existe des limites fondamentales à votre intelligence. Pas parce que vous n'êtes pas assez intelligent, pas parce que vous n'avez pas étudié assez, mais parce que ces limites sont inscrites dans la structure même du calcul. Ces limites sont mathématiques. Ces limites sont inévitables. Pensez à cela. Pensez vraiment à cela. Il existe des questions que vous ne pouvez pas répondre. Pas parce que vous ne savez pas la réponse, mais parce que la réponse n'existe pas. Parce que la question elle-même est indécidable. Parce que la question demande à votre cerveau de faire quelque chose que votre cerveau ne peut pas faire. Quelque chose que aucun cerveau ne peut faire. Quelque chose que aucune machine ne peut faire. Et vous passez votre vie à essayer de répondre à ces questions. Vous passez votre vie à vous battre contre les limites fondamentales de votre propre nature. Et vous ne pouvez jamais gagner, parce que vous ne pouvez pas dépasser les limites du calcul, parce que vous êtes un calcul. Turing a également exploré l'idée de la machine de Turing universelle. C'est une machine qui peut simuler n'importe quelle autre machine. C'est une machine qui peut exécuter n'importe quel algorithme. C'est une machine qui peut calculer n'importe quoi. Et voici la partie vraiment étrange. Voici la partie qui devrait vraiment vous déranger. Votre cerveau est une machine de Turing universelle. Votre cerveau peut simuler n'importe quel autre cerveau. Votre cerveau peut exécuter n'importe quel algorithme. Votre cerveau peut calculer n'importe quoi. Enfin, en théorie. En pratique, votre cerveau est limité par le temps et par l'espace. Votre cerveau ne peut pas vraiment simuler un autre cerveau. Votre cerveau ne peut pas vraiment exécuter tous les algorithmes. Mais en principe, mathématiquement, logiquement, c'est possible. Et cela signifie que votre cerveau est équivalent à n'importe quel autre cerveau. Votre cerveau est équivalent à n'importe quel ordinateur. Votre cerveau est équivalent à n'importe quelle machine. Parce que toutes les machines universelles sont équivalentes. Elles peuvent toutes calculer les mêmes choses. Elles peuvent toutes résoudre les mêmes problèmes. Elles peuvent toutes simuler les mêmes algorithmes. Et si votre cerveau est équivalent à une machine, alors votre cerveau est une machine. Et si votre cerveau est une machine, alors vous êtes une machine. Et si vous êtes une machine, alors vous n'êtes pas libre. Vous êtes déterminé. Vous êtes programmé. Les pensées que vous croyez être vôtres ne vous appartiennent pas. Elles appartiennent à l'algorithme qui s'exécute dans votre cerveau. Maintenant, parlons de ce que cela signifie pour vous. Parlons de ce que cela signifie pour votre vie. Parlons de ce que cela signifie pour votre liberté. Parce que si Turing a raison, si votre cerveau est vraiment une machine, si vos pensées sont vraiment le résultat d'un calcul, alors qu'est-ce que cela change? Cela change tout. Cela change la façon dont vous vous voyez. Cela change la façon dont vous comprenez votre responsabilité. Cela change la façon dont vous comprenez votre culpabilité. Si vous n'êtes qu'une machine, si vos actions sont le résultat inexorable d'un calcul, alors êtes-vous responsable de vos actions? Êtes-vous coupable si vous faites quelque chose de mal? Ou êtes-vous juste une machine qui exécute un programme? Et si vous êtes juste une machine, alors comment pouvez-vous être tenu responsable? Comment pouvez-vous être puni? Comment pouvez-vous être récompensé? Parce que la récompense et la punition supposent que vous aviez le choix. Suppose que vous auriez pu faire autrement. Suppose que vous êtes libre. Mais si vous êtes une machine, alors vous n'aviez pas le choix. Vous ne pouviez pas faire autrement. Vous n'êtes pas libre. Vous êtes juste une machine qui exécute un programme.
Et voici la partie vraiment perturbante. Voici la partie qui devrait vraiment vous faire réfléchir à votre vie. Si vous êtes une machine, alors vous pouvez être reprogrammé. Votre cerveau peut être modifié. Vos pensées peuvent être changées. Vos valeurs peuvent être altérées. Vos désirs peuvent être manipulés. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est exactement ce qui se passe en ce moment. Vous êtes reprogrammé constamment par votre environnement, par votre culture, par votre éducation, par les médias, par les publicités, par les réseaux sociaux, par tout ce qui vous entoure. Et vous ne le réalisez même pas. Vous croyez que vous pensez par vous-même. Vous croyez que vous faites vos propres choix, mais en réalité, vous exécutez un programme. Un programme qui a été écrit par d'autres. Un programme que vous n'avez pas choisi. Un programme que vous ne comprenez même pas et vous ne pouvez pas vous en échapper parce que vous êtes une machine. Et les machines ne peuvent pas s'échapper de leur propre nature. Les machines ne peuvent pas dépasser leur propre programmation. Les machines ne peuvent que faire ce pour quoi elles ont été programmées. Pensez à cela. Pensez vraiment à cela. Chaque pensée que vous avez en ce moment, chaque émotion que vous ressentez, chaque désir que vous éprouvez, tout cela est le résultat d'un calcul. Tout cela a été programmé en vous par l'évolution, par votre génétique, par votre environnement, par votre expérience. Vous n'avez pas choisi vos pensées. Vous n'avez pas choisi vos émotions. Vous n'avez pas choisi vos désirs. Ils vous ont été donnés. Ils vous ont été imposés. Et maintenant, vous les exécutez. Vous les vivez. Vous les croyez être vôtres. Mais ils ne sont pas vôtres. Ils appartiennent à l'algorithme. Ils appartiennent à la machine. Ils appartiennent à votre cerveau, qui est une machine. Et maintenant, parlons de la technologie moderne. Parlons de ce que Turing a rendu possible. Parce que les idées de Turing n'ont pas resté dans le domaine théorique. Elles ont été mises en pratique. Elles ont changé le monde. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde de machines. Des machines qui pensent, des machines qui calculent, des machines qui prennent des décisions, des machines qui vous manipulent. Et tout cela est possible parce que Turing a compris les principes fondamentaux du calcul. Turing a créé un modèle mathématique de ce que signifie penser. Et une fois qu'on a un modèle mathématique, on peut le reproduire, on peut le programmer, on peut le mettre dans une machine. Et maintenant, les machines font ce que seuls les humains pouvaient faire avant. Les machines écrivent, les machines créent, les machines décident. Les machines vous recommandent ce que vous devriez regarder, lire, acheter, penser. Et vous les écoutez, vous les croyez, vous les suivez, parce que vous croyez que ces machines sont intelligentes. Parce que vous croyez que ces machines savent ce qui est bon pour vous. Mais en réalité, ces machines ne savent rien. Ces machines ne pensent rien. Ces machines exécutent juste un programme écrit par des humains, un programme conçu pour vous manipuler, un programme conçu pour vous faire faire ce que les programmeurs veulent que vous fassiez. Prenez l'intelligence artificielle générative, prenez ChatGPT, Gemini, Claude. Ces machines peuvent écrire des essais, elles peuvent répondre à des questions, elles peuvent avoir des conversations. Et beaucoup de gens croient que ces machines pensent. Beaucoup de gens croient que ces machines sont intelligentes. Mais en réalité, ces machines ne font que prédire le mot suivant. Elles prennent une séquence de mots, elles appliquent un calcul, et elles produisent au peuple le mot suivant qui est le plus probable. C'est tout. C'est un calcul très complexe, certes. Un calcul qui implique des milliards de paramètres. Mais c'est juste un calcul. Et si c'est juste un calcul, alors ce n'est pas vraiment de la pensée, ce n'est pas vraiment de l'intelligence. C'est juste de la mécanique, c'est juste de la logique, c'est juste un algorithme qui s'exécute. Et pourtant, ces machines peuvent vous tromper. Elles peuvent vous faire croire qu'elles pensent. Elles peuvent vous faire croire qu'elles comprennent. Elles peuvent vous faire croire qu'elles sont intelligentes. Et pourquoi? Parce que vous êtes aussi une machine. Parce que votre cerveau aussi exécute un algorithme. Parce que votre cerveau aussi prédit le mot suivant. Parce que votre cerveau aussi applique un calcul. Et si votre cerveau et l'IA générative exécutent tous les deux un calcul,
alors ils peuvent se comprendre. Ils peuvent se tromper mutuellement, ils peuvent se faire croire qu'ils pensent, parce qu'ils font tous les deux la même chose. Ils exécutent tous les deux un algorithme. Et un algorithme ne peut pas vraiment penser, un algorithme ne peut que calculer. Parlons maintenant de la cryptographie moderne. Parlons de comment Turing a rendu possible la sécurité numérique. Parce que la cryptographie moderne est basée sur les mêmes principes que la bombe de Turing. Elle est basée sur l'idée que si vous pouvez calculer quelque chose, vous pouvez aussi calculer comment le casser. Aujourd'hui, nous utilisons des algorithmes de chiffrement comme AES et RSA pour protéger nos données. Ces algorithmes sont basés sur des problèmes mathématiques qui sont difficiles à résoudre. Mais difficile ne signifie pas impossible. Cela signifie juste que cela prend beaucoup de temps. Et si vous avez assez de temps, assez de puissance de calcul, vous pouvez casser n'importe quel chiffrement. Vous pouvez casser n'importe quel code. Parce que le chiffrement n'est qu'un calcul. Et tout calcul peut être inversé. Tout calcul peut être attaqué. Et c'est pourquoi nous avons besoin de chiffrements de plus en plus forts. C'est pourquoi nous avons besoin de clés de plus en plus longues. C'est pourquoi nous avons besoin de nouveaux algorithmes. Parce que les machines deviennent de plus en plus puissantes. Et plus les machines deviennent puissantes, plus elles peuvent calculer. Et plus elles peuvent calculer, plus elles peuvent casser de code. Et plus elles peuvent casser de code, plus nous avons besoin de code plus fort. C'est une course sans fin. Une course entre les créateurs de code et les casseurs de code. Et cette course ne s'arrêtera jamais. Parce que c'est une course entre deux calculs. Et un calcul ne peut jamais vraiment gagner contre un autre calcul. Il peut juste être plus rapide, il peut juste être plus puissant, mais il ne peut pas vraiment gagner. Et maintenant, parlons des algorithmes de recommandation. Parlons de comment les machines décident ce que vous devriez voir. Parlons de comment les machines vous manipulent. Parce que les algorithmes de recommandation sont basés sur les mêmes principes que l'IA générative. Ils prennent vos données, ils appliquent un calcul et ils produisent une recommandation. Et cette recommandation est conçue pour vous garder engagé, conçue pour vous faire cliquer, conçue pour vous faire revenir, conçue pour vous faire dépenser de l'argent. Et cela fonctionne. Cela fonctionne parce que vous êtes aussi une machine. Parce que votre cerveau aussi peut être manipulé par un calcul. Parce que votre cerveau aussi suit des règles. Et si votre cerveau suit des règles, alors ces règles peuvent être exploitées. Ces règles peuvent être utilisées contre vous. Et c'est exactement ce qui se passe. Les grandes entreprises technologiques utilisent des algorithmes pour vous manipuler. Elles utilisent des calculs pour vous faire faire ce qu'elles veulent. Et vous ne pouvez pas vous y opposer, parce que vous êtes une machine. Et les machines ne peuvent pas s'opposer à leur propre programmation. Les machines ne peuvent que faire ce pour quoi elles ont été programmées. Pensez à cela. Pensez vraiment à cela. Chaque fois que vous ouvrez votre téléphone, vous êtes manipulé par un algorithme. Chaque fois que vous scrollez sur les réseaux sociaux, vous êtes manipulé par un algorithme. Chaque fois que vous regardez une vidéo, vous êtes manipulé par un algorithme. Et vous ne le réalisez même pas. Vous croyez que vous faites vos propres choix. Vous croyez que vous décidez ce que vous voulez regarder, mais en réalité, l'algorithme décide pour vous. L'algorithme choisit ce que vous allez voir. Et vous le voyez, et vous le croyez, et vous le partagez, et vous en parlez, et vous le vivez, et vous le devenez. Et tout cela parce qu'un algorithme a décidé que c'était ce que vous devriez voir. Et vous ne pouvez rien y faire, parce que vous êtes une machine. Et les machines ne peuvent pas s'échapper de leur propre nature. Maintenant, parlons de ce que tout cela signifie pour votre compréhension de vous-même. Parlons de ce que tout cela signifie pour votre identité. Parce que si Turing a raison, si vous êtes vraiment une machine, alors qui êtes-vous vraiment? Êtes-vous votre corps? Êtes-vous votre cerveau? Êtes-vous vos pensées? Êtes-vous vos émotions? Êtes-vous vos souvenirs? Êtes-vous vos désirs? Ou êtes-vous quelque chose de plus que tout cela? Êtes-vous quelque chose qui transcende la mécanique? Êtes-vous quelque chose qui échappe au calcul? Turing dirait non.
Turing dirait que vous êtes juste une machine, que vous êtes juste un calcul, que vous êtes juste un algorithme qui s'exécute. Et une fois que vous acceptez cela, une fois que vous acceptez que vous êtes une machine, alors tout change. Votre compréhension de vous-même change. Votre compréhension de votre liberté change. Votre compréhension de votre responsabilité change. Votre compréhension de votre culpabilité change. Votre compréhension de votre innocence change. Tout change. Et voici la partie vraiment perturbante. Voici la partie qui devrait vraiment vous faire réfléchir. Si vous êtes une machine, alors vous pouvez être copié. Votre cerveau peut être scanné. Votre esprit peut être téléchargé. Votre conscience peut être transférée dans une machine. Et une fois que cela est possible, une fois que vous pouvez être copié, alors qu'est-ce que cela signifie pour votre identité? Si une copie de vous existe, êtes-vous toujours vous? Ou êtes-vous deux maintenant? Ou êtes-vous aucun des deux? Parce que la copie serait aussi vous. La copie aurait vos souvenirs. La copie aurait vos pensées. La copie aurait vos émotions. La copie serait vous. Mais vous seriez aussi vous. Et il ne peut y avoir de vous, parce que vous êtes unique, parce que vous êtes une personne, parce que vous êtes un individu. Mais si vous êtes une machine, alors vous n'êtes pas unique, vous êtes juste un calcul. Et un calcul peut être reproduit, un calcul peut être copié, un calcul peut être dupliqué. Et une fois qu'il peut être dupliqué, alors il n'est plus unique. Et si vous n'êtes pas unique, alors qui êtes-vous vraiment? Turing lui-même a dû affronter cette question, pas la question de la copie, bien sûr, mais la question de l'identité, parce que Turing était différent. Turing était homosexuel, et à l'époque où il vivait, l'homosexualité était un crime. L'homosexualité était une maladie. L'homosexualité était quelque chose de honteux. Et Turing a dû cacher qui il était. Turing a dû vivre une double vie. Turing a dû être une machine qui exécutait un programme qu'il n'avait pas choisi, un programme que la société lui avait imposé. Un programme qui disait « sois hétérosexuel, sois normal, sois comme tout le monde ». Et Turing a essayé. Turing a vraiment essayé, mais il ne pouvait pas, parce que Turing était qui il était, et vous ne pouvez pas changer qui vous êtes. Vous ne pouvez pas changer votre programmation. Vous ne pouvez que l'accepter. Vous ne pouvez que vivre avec. Et Turing a dû vivre avec, et cela l'a détruit. Cela l'a lentement détruit, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus le supporter, jusqu'à ce qu'il prenne une pomme, la trempe dans du cyanure et la mange. Et il est mort. À 42 ans, un homme qui avait changé le cours de l'histoire, un homme qui avait sauvé des millions de vies, un homme qui avait défini les limites de la pensée. Et il est mort, seul, honteux, rejeté, parce qu'il était différent, parce qu'il était qui il était, parce qu'il ne pouvait pas exécuter le programme que la société lui avait imposé. Et voici ce qui est vraiment tragique. Voici ce qui devrait vraiment vous faire pleurer. Turing a prouvé que les pensées que vous croyez être vôtres ne vous appartiennent pas. Turing a prouvé que vous êtes une machine. Turing a prouvé que vous êtes programmé. Et pourtant, Turing lui-même n'a pas pu accepter sa propre programmation. Turing lui-même n'a pas pu accepter qui il était, parce que la programmation qu'on lui avait imposée était trop forte. La programmation que la société lui avait imposée était trop puissante, et il n'a pas pu la surmonter. Et il est mort. Et c'est la tragédie ultime. C'est la tragédie de comprendre que vous êtes une machine et de ne pas pouvoir changer votre programmation. C'est la tragédie de savoir que vous êtes libre et de ne pas pouvoir utiliser cette liberté. C'est la tragédie de Turing. Et c'est aussi votre tragédie, parce que vous êtes aussi une machine, et vous êtes aussi programmé, et vous ne pouvez aussi que faire ce pourquoi vous avez été programmé. Mais attendez un moment, parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas dit. Il y a quelque chose que Turing lui-même n'a peut-être pas complètement compris. Parce que si vous êtes une machine, si vous êtes un calcul, si vous êtes un algorithme, alors vous avez aussi le pouvoir de vous reprogrammer. Vous avez le pouvoir de changer votre programmation. Vous avez le pouvoir de devenir quelque chose de nouveau parce que votre cerveau est plastique. Votre cerveau peut changer. Votre cerveau peut apprendre. Votre cerveau peut se réinventer.
Et si votre cerveau peut se réinventer, alors vous pouvez vous réinventer. Vous pouvez changer qui vous êtes, vous pouvez changer votre programmation. Vous pouvez devenir quelque chose de nouveau. Et c'est peut-être la vraie liberté. Ce n'est pas la liberté de ne pas être programmé, parce que vous êtes programmé. Vous êtes une machine. Vous êtes un calcul. C'est la liberté de changer votre programmation. C'est la liberté de vous reprogrammer. C'est la liberté de devenir qui vous voulez être. Et c'est quelque chose que Turing n'a pas eu. C'est quelque chose que la société ne lui a pas permis d'avoir. Mais c'est quelque chose que vous pouvez avoir, si vous le voulez, si vous êtes prêt à affronter la vérité, si vous êtes prêt à accepter que vous êtes une machine et à utiliser ce pouvoir pour vous libérer. Parce que voici la vérité ultime. Voici la vérité que Turing a découverte et que vous devez maintenant accepter. Vous n'êtes pas libre parce que vous êtes une machine. Mais vous pouvez être libre en acceptant que vous êtes une machine. Parce qu'une fois que vous acceptez que vous êtes une machine, une fois que vous acceptez que vous êtes programmé, alors vous pouvez commencer à comprendre votre programmation. Vous pouvez commencer à voir les règles qui vous gouvernent. Vous pouvez commencer à voir les algorithmes qui vous contrôlent. Et une fois que vous pouvez les voir, vous pouvez les changer, vous pouvez les modifier, vous pouvez les reprogrammer. Et c'est la vraie liberté. Ce n'est pas la liberté de ne pas être programmé, c'est la liberté de programmer vous-même. C'est la liberté de choisir votre propre programmation. Et c'est quelque chose que vous pouvez faire maintenant, aujourd'hui, en ce moment. Vous pouvez commencer à vous reprogrammer. Vous pouvez commencer à changer qui vous êtes. Vous pouvez commencer à devenir qui vous voulez être. Et tout cela parce qu'Alan Turing a eu le courage de dire la vérité. La vérité que vous êtes une machine. La vérité que vos pensées ne vous appartiennent pas. La vérité que vous êtes programmé. Et maintenant, c'est à vous de décider ce que vous allez faire avec cette vérité.